Moi, c'est Dr Primus Godjedo. Je suis à l'OMS FEB Dakar. Nous étions déjà à votre compagnie depuis trois séances. Alors, Primus? Oui, Primus? docteur, oui, vous pouvez commencer. Tu m'entends? Oui, vous êtes écouté, vous pouvez commencer. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue aux uns aux autres pour notre session traditionnelle qui a débuté et pour laquelle session je voudrais vraiment remercier l'accompagnement qui se fait. Mais avant, je voudrais profiter de cette opportunité pour juste dire félicitations à notre collègue Surakatou pour sa promotion. Ça nous va droit au cœur et ça, c'est vraiment encourageant. L'autre chose que je voudrais aussi partager avec vous, c'est vraiment cette mise en œuvre de l'agenda qui a été proposé par le groupe de facilitateurs, validé par le groupe de facilitateurs, dont l'introduction que je suis en train de faire moi-même, Dr Moussa Koné de l'AID. Il y aura, après cette introduction de quelques 3 minutes, Dr Surakatou va vraiment nous dérouler le premier élément de l'aperçu de la SIMR. Et ça va être suivi par le docteur Hamadi Hassan. J'espère qu'il est déjà connecté. Le docteur Surakatou Salifou viendra pour nous parler, nous partager le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la SIMR. Et nous allons participer à la discussion et des questions et des réponses qui vont être proposées par les participants qui, je pense, qui sont vraiment connectés. Et merci pour leur disponibilité. Et parce que de jour en jour, le nombre de participants augmente. L'autre chose, c'est qu'à partir de 13h45, le docteur Hassan va continuer avec les autres liens de la SIMR en prenant en compte l'approche une seule santé, la gestion des risques et catastrophes, et ainsi de suite, et les points d'entrée, la SIMR électronique, et puis aussi la SIMR dans les situations d'urgence. De 13h55 à 14h05, le docteur Surakatou Salifou va arriver, sauf information de dernière minute pour essayer de nous faire parler des critères de sélection des maladies prioritaires et des affections et événements en SIMR. Et l'introduction des exercices, aussi le docteur Hassan. Et nous allons procéder à la fin aux questions-réponses qui vont être mises dans le chat box pour qu'on essaye de discuter un peu sur ce contenu. Voilà, grosso modo, présenté en quelques minutes le déroulé de l'agenda de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Et vraiment, je tiens à féliciter les uns et les autres. Mais il faut retenir qu'en plus, cette journée va être géré en termes de rapporteur par le docteur Primus. Et comme vous l'avez dit, il y a les autres facilitateurs comme le docteur Moriketa et le monsieur Roland qui vont essayer aussi de s'impliquer dans la gestion des questions-réponses. Les participants et les facilitateurs plutôt qui sont Patricia, Ibrahima Oumarba, Tcheble Traoré, s'ils sont disponibles, Madiba, Daniel Yota, Mathias Obio, du docteur Balio Diallo, vraiment s'ils sont connectés, ils peuvent intervenir à des moments précis. Voilà grosso modo l'équipe de gestion de cette session qui va commencer d'une minute à l'autre. Et je voudrais encore féliciter les uns et les autres et les rappeler que cette session est enregistrée et ça va durer 90 minutes. Et il faut qu'on ait à portée de main pour ceux qui les facilitateurs, les guides des participants, les modules, ainsi de suite, et qu'on puisse partager dans le chat box les questions et réponses. Voilà, messieurs, et les uns et les autres, ce que nous allons parcourir pour cette matinée. Je vous remercie pour cela. Sinon que le but essentiel de cet apprentissage, c'est qu'à la fin du cours de la session, nous devons être en mesure d'avoir des connaissances nécessaires pour l'exploitation des données
et pour détecter les maladies et les affections prioritaires et riposter en réduisant ainsi le fardeau que notre Afrique, notre chère Afrique, des décès et des invalidités au sein de la communauté. Ça, c'est vraiment un petit truc que je voudrais partager avec vous de façon plus précise. Et puis voilà, merci beaucoup. Et je vais demander à Dr Surakatou s'il est disponible, notre nouveau directeur. En tout cas, ça fait... Voilà, ça c'est un baptême de feu qu'il commence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Kodé. J'attends le positionnement de la présentation. En attendant, je me présente. Le Dr Kodé l'a dit. On m'appelle Salifou Surakatou. Je suis médecin de santé publique et je suis le chef du service de l'épidémiologie et de la surveillance sanitaire des frontières ports et aéroports au niveau du Bénin jusqu'à cette date-là, puisque je n'ai pas encore donc pris service. Merci donc à l'équipe de facilitation et à vous-même pour donc vos bons mots de félicitations. J'espère donc pouvoir compter sur vous pour être à la hauteur donc de la tâche. On va donc revenir donc à notre sous-module B, aperçu de la SIMR, que nous allons animer avec Dr Hassan et les autres facilitateurs vont également contribuer. Alors, pour la première partie, c'est en fait nous concentrer sur ce qu'est la surveillance en santé publique. Alors, la surveillance donc en santé publique, nous allons faire de petites images. La surveillance en santé publique a des ambitions. L'ambition, c'est de disposer d'informations sur les maladies ou les événements de santé publique pour pouvoir prendre des actions appropriées, pour pouvoir riposter. Pour ce faire, il faut identifier donc la maladie ou l'événement, collecter, compiler, donc additionner, analyser et interpréter pour donc transformer donc ces données en informations pour les faire parler. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pouvons en fait réagir et aller donc dans un sens ou dans un autre à partir donc de ces données analysées. Ce n'est pas seulement ce qui vient de décrire, mais ça comporte également la diffusion, parce que dès qu'on collecte, on compile, on analyse, il faut diffuser donc en temps utile l'information qui résulte pour l'action en fait appropriée. La surveillance est très importante parce que, comme je viens de le dire, pour pouvoir réagir, il faut en fait planifier l'action. On ne se lève pas donc du jour au lendemain pour pouvoir donc aller planifier. Donc, plus tôt on aura l'information, mieux on fera donc la planification en termes de jours. Ça, c'est en un temps de corps pour pouvoir aller donc poser donc les actions. S'il vous plaît, il n'y a plus de son. Je ne sais pas si c'est moi seul, mais je n'entends plus. Diapositive, j'ai fini voilà, merci beaucoup. Alors... Docteur Surakatou, vous avez été coupé pendant presque 1 minute. On ne vous entendait pas. Ok, d'accord. Donc, je crois que ça, c'est des problèmes de technique, mais je crois que ça ira. Donc, on a fini donc cette première diapositive où j'ai parlé un peu de la santé publique pour dire que l'idéal ou bien l'ambition, disposer des données pour pouvoir donc poser des actions de riposte. Et pour ce faire, il faut collecter donc la donnée, il faut la compiler, l'analyser pour vraiment donc arriver donc à cette ambition-là. Et il faut diffuser donc ces informations donc en temps utile pour asseoir donc ces mesures donc à mettre en œuvre. Et dès que nous avons donc ces informations travaillées et déjà retenues, elles nous permettent donc de planifier parce que pour pouvoir aller riposter, on ne se lève pas donc le même jour et y aller. Quels sont les intrants que nous allons utiliser? Est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est le vaccin? Et c'est donc également un outil donc, de planification. Alors, les approches de la surveillance en santé publique, il faut dire que pour disposer donc de ces données, c'est-à-dire les identifier, les collecter, les compiler et autres, nous avons 2 façons donc, ou 2 approches pour le faire. C'est la surveillance passive, mais également la surveillance donc, active. La surveillance passive, c'est
un système dans lequel on met un réseau, donc un réseau de répondants, un réseau de sources, donc de remontée des données, permettant de faire remonter de façon passive, sans que quelqu'un donc intervienne, les données de niveau à niveau, depuis le niveau communautaire, en passant par le niveau intermédiaire jusqu'au niveau central. Ces données sont acheminées de façon systématique, mais passive par donc les différents acteurs qui animent ces différents niveaux-là. Il peut s'agir des hôpitaux, il peut s'agir des laboratoires et autres, mais toujours est-il que ces données remontent de façon systématique à partir d'un système déjà préétabli. Il n'y a pas d'action là envers donc ces sources donc de données là. Donc l'acteur n'est pas en fait rappelé, on ne se rend pas au niveau donc du laboratoire et autres. C'est ça en fait donc la surveillance passive. Parallèlement à ça, nous avons son complément qui est donc la surveillance active, qui en fait demande qu'on prenne une action physique, en dehors de l'action physique, un coup de fil, qu'on se rende soi-même au niveau peut-être donc du laboratoire ou du centre de santé pour dépouiller en fait donc les données pour disposer donc de l'information qui aurait pu venir donc systématiquement si on était donc dans la collecte passive. Donc, c'est à travers les appels téléphoniques, à travers donc les déplacements, à travers l'année des archives. Bref, ceci permet en fait donc de demander de façon donc active l'information donc aux sources donc de provenance donc des données. Ça, on peut donc le voir, la recherche active donc des cas de rougeole, des PFA, ça, on arrive vraiment donc à le faire. Que ce soit l'approche passive ou l'approche donc active, la finalité, c'est de pouvoir avoir donc une alerte, donc d'être rapidement donc informé que quelque chose se passe et de pouvoir riposter le plus vite possible. Et pour donc le faire, on a deux canaux pour pouvoir donc nous apporter les signaux ou les informations relatives aussi bien aux maladies ou bien aux événements en fait donc de santé publique. Il s'agit de la surveillance à base des indicateurs et de la surveillance donc basée sur les événements. La surveillance basée sur les indicateurs, comme on peut donc le voir ici, elle est bien entendu, donc elle répond exactement à la même surveillance donc de la santé publique, mais ici, c'est que la source donc de données, c'est une source bien identifiée, des sources formelles, bien structurées. Alors qu'au niveau donc de la surveillance des événements, il s'agit des sources aussi bien formelles qu'informelles. Une rumeur, par exemple, des rapports, par exemple, donc ad hoc, la moindre information qui pourrait donc donner une alerte vers donc un phénomène donc de santé publique peut déjà donc nous activer. Voilà donc les deux canaux d'information qui alimentent donc la surveillance. Nous allons nous intéresser maintenant à la surveillance basée sur les indicateurs et les types donc courants utilisés. Pour la surveillance basée sur les indicateurs, rappelons-nous, on a dit qu'on a un réseau donc de sources d'informations établies ou préétablies qui est là de façon formelle, centres de santé et autres. Le premier type donc courant utilisé, c'est la surveillance en établissement, hôpitaux, centres de santé, et à ce niveau, on établit en fait des délais de remontée donc des données. Et ça, c'est par type de maladie ou d'affection. Il y a des données pour les maladies pour lesquelles il faut faire la notification immédiate, la notification donc par semaine, la notification donc mensuelle ou trimestrielle. Donc ça, c'est vraiment la surveillance en établissement. Au niveau des laboratoires, nous avons également un autre mode donc de surveillance pour certaines maladies, pour suivre un peu les tendances. Quelle est donc la tendance donc d'une telle maladie, par exemple? Et ça provient des tests et donc de tout de tout le traitement dans des échantillons en laboratoire pour avoir la tendance et évidemment pour prendre également donc action. On a également donc un autre type de surveillance, la surveillance verticale. Elle est souvent spécifique donc à une maladie. C'est des activités qui visent à obtenir des données bien ciblées sur donc la santé et c'est relatif souvent donc à une maladie bien spécifique. Le VIH, par exemple, en est un exemple. La surveillance donc, du VIH est souvent donc verticale, même si de plus en plus, elle commence par aller dans la routine. La surveillance des cas, à ce niveau, elle s'intéresse ou bien elle est orientée vers des types de maladies bien déterminées. Les maladies qui sont candidats, par exemple, candidates donc à l'élimination, à l'éradication, pour celles-ci, il faut chaque cas
identifié, chaque cas donc identifié doit être notifié immédiatement pour faire l'objet donc d'investigation, et tout ceci à travers donc un formulaire. La surveillance syndromique. Dans tout ce que nous sommes en train donc de faire ici, nous avons le laboratoire qui intervient pour venir donc confirmer. La surveillance syndromique, elle peut être donc dans un système passif ou actif, se base sur un ensemble donc de signes, un groupe de signes qui nous permet de dire que ça, si nous avons l'association de ces signes, c'est telle maladie, sans nous préoccuper donc du diagnostic donc de laboratoire. Il y a également des affections pour lesquelles également nous mettons en place donc ce genre de surveillance. Diapositive. La surveillance sentinelle. Pour donc mettre en place également donc certains types de la surveillance donc pour certaines maladies, la mettre sur le plan national peut devenir assez complexe et peut-être donc coûteuse. On choisit un certain nombre de sites basés sur des critères bien déterminés. Où est-ce que nous avons peut-être donc le plus de cas et autres, et on place donc des centres pilotes ou des centres donc sentinelles, donc permettant donc de voir, donc de refléter donc à peu près donc la tendance générale. Ça, c'est au niveau donc des pandémies, les événements donc épidémiques ou autres événements. Donc les sites sentinelles sont habituellement ceux pour lesquels on pense, ça c'est à travers donc des techniques statistiques, on pense qu'en prenant des informations à ce niveau, ces informations peuvent représenter donc les informations générales de la population ou du pays. C'est également donc un type de surveillance utilisé au niveau donc de l'IBS. Nous avons enfin donc la surveillance basée sur la surveillance donc à base communautaire. À ce niveau, c'est un système qui est là, qui recueille les informations sur la santé de la communauté. L'ensemble de la population donc de la communauté est en fait donc sous surveillance. Et à ce niveau, on peut voir que la surveillance basée sur la surveillance à base communautaire, elle intègre les méthodes de surveillance fondées à la fois sur les indicateurs et sur les événements. Parce que la communauté, qu'ils vous souviennent, au niveau de la surveillance basée sur les indicateurs, apporte également, alimente donc les données au niveau donc des centres de santé et autres pour suivre la surveillance basée sur les indicateurs. Mais également au niveau des événements, que ce soit des événements formels ou informels, rumeurs et autres, le niveau communautaire permet également donc de faire donc ce travail. Donc ici, on a essayé de faire une petite comparaison donc des deux pour dire que contrairement à la surveillance donc, des indicateurs, suivez donc très bien, qui est fondée sur un suivi systématique des indicateurs, les seuils en l'occurrence, celle basée donc sur les événements en fait s'attelle en fait à réunir toutes les informations disponibles pour détecter tout événement qui survient dans la communauté. Maladies inhabituelles, les décès chez les humains, les animaux, bref, tout ce qui peut comporter et qui peut orienter vers donc, un risque, par exemple donc, pour la population. Voilà donc un peu la différence donc, entre les deux surveillances qui sont complémentaires, bien entendu. Et d'ailleurs, ce tableau vient ici donc nous conforter pour dire que la surveillance basée sur les événements et la surveillance basée sur les indicateurs, c'est des composantes pour pouvoir nous donner l'alerte et nous permettre en fait donc d'organiser notre action. Les deux sont complémentaires. Celle basée sur les événements capte en fait donc les signaux, détecte rapidement les petites flambées. Elle permet également donc d'avoir accès, d'être sûr qu'on est en train de surveiller, donc au niveau même des milieux d'accès difficiles. Celle basée sur les indicateurs, elle a pour intérêt, par exemple, de nous dire sur la base donc des seuils, de déterminer par exemple à quel moment précis, par exemple, une épidémie a démarré. Malheureusement, elle ne pourra pas nous permettre donc d'être assez efficace quand il s'agit donc de tout petits événements, parce que la moyenne qui est calculée donc sur une aire de population donc donnée masque en fait donc la remontée donc de l'information, mais qui peut être rapidement relayée par donc celle basée sur les événements. Diapositive. Voilà les niveaux d'application donc de la surveillance. Ici, vous pouvez donc le voir à travers tout ce que je viens de dire. Vous voyez que le niveau communautaire, le niveau centre de santé, le niveau zone sanitaire ou district sanitaire, région ou départemental pour certains pays et au niveau national, la surveillance donc se mène. Au niveau communautaire, comme vous vous en doutez, c'est de détecter. À travers donc, elle se base sur donc, les points focaux donc, de la surveillance à base communautaire. Au niveau de la zone sanitaire et des centres de santé, c'est de compiler les informations provenant donc de la communauté, mais ajouter également donc
les informations provenant donc des établissements donc de santé que les agents donc animent, tout en supervisant donc le niveau communautaire, aussi bien pour la surveillance basée sur les événements que les indicateurs. Au niveau de la zone sanitaire, c'est le même travail qui se fait, mais au niveau donc zone sanitaire ou district sanitaire. À la région, une équipe donc similaire est là, aussi bien la mise en œuvre donc de la surveillance, aussi bien à base sur les événements que sur donc les indicateurs, mais assure la supervision donc du niveau inférieur jusqu'au niveau national et même à la transmission donc des résultats donc à l'OMS. Diapositive. Voilà, c'est le même schéma ici donc d'alerte précoce qui a été donc remis. Et la surveillance, on a dit ici que la surveillance intégrée des maladies donc et riposte, l'ambition, c'est en fait un système d'alerte précoce et de riposte. C'est ça. Si cette ambition n'est plus là, on n'a plus de raison d'être. Deux canaux pour pouvoir donc avoir donc l'alerte précoce et la riposte, celle basée sur les indicateurs IBS et l'autre basé donc sur les événements et EBS. Le processus, vous voyez ici, il est systématique quand c'est au niveau donc de la surveillance basée sur les indicateurs avec essentiellement un système donc de routine. Utilise les sources formelles et toujours les mêmes. Les données sont en fait donc des données assez structurées et limitées. Elles sont prédéterminées étant donné qu'elle est basée donc sur le calcul donc des seuils et formels. C'est en fait une surveillance crédible parce que le calcul permet vraiment donc de prendre une disposition sans faille. On sait que c'est ça qui se passe au niveau de la communauté. Alors qu'au niveau, par exemple, des indicateurs, le processus il est formalisé, c'est vrai, il n'est pas systématique, mais très flexible, actif, parce que là, ça demande en fait donc de faire remonter toutes sortes donc d'informations, de signaux vers donc le système. Il a pour intérêt, par exemple, donc, de remonter donc, ces signaux en temps réel et régulier. C'est pourquoi on a dit que même donc, les petites flambées sont en fait donc, détectées par donc, la surveillance donc, basée sur les événements. Donc, elle n'est pas structurée, beaucoup de variables. Ces variables peuvent donc ne pas être donc, prédéfinies, formelles comme informelles comme sources d'information. Et en bas, comme vous le voyez, donc, des sources donc, de l'EBS, elles sont donc assez variées et vraiment, voilà donc de façon simplifiée ce que c'est que la surveillance donc, épidémiologique. Les approches de surveillance épidémiologique, les deux, je vous l'ai dit, la surveillance donc passive et active, les deux canaux pour pouvoir faire remonter les alertes donc précoces et la riposte, la surveillance basée sur les indicateurs, celle basée sur les événements avec leur complémentarité comme je viens donc de le dire. Je vous remercie tous donc pour l'attention. Les autres facilitateurs sont également là et tous nous allons donc répondre aux préoccupations donc, des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sourakatou, et merci pour ce brillant exposé. Je voulais juste demander à Dr Hamadi Hassan d'emboîter le pas pour nous permettre d'être dans le temps. Et c'est vrai que notre nouveau directeur a grignoté un peu, mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que les apprenants perçoivent la nécessité de comprendre les choses. Merci beaucoup, Hassan. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Dr Hassan Hamadi, médecin épidémiologiste et chef, responsable national de la surveillance au Togo. Alors, donc, je vais vous présenter la deuxième partie de cette section qui porte donc sur la SIMR. Donc, la SIMR qui se définit donc comme la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte. Nous venons tout à l'heure de voir avec Dr Sourakatou ce que c'est que la surveillance épidémiologique. Donc, ici, la SIMR rentre dans ce cadre en se positionnant comme une stratégie qui est adoptée donc par les États membres de l'OMS, de la région africaine. Et ceci donc pour améliorer la surveillance de la santé publique et la riposte aux maladies, aux affections et événements prioritaires à tous les niveaux, donc dans les pays
africains. Diapo. Alors, dans la définition de la SIMR, nous soulignons le mot intégré, le I. Donc, quand on dit intégré, donc ça fait appel à deux notions, deux concepts principaux, qui sont donc l'intégration et la coordination. Donc, dans la présentation de Dr Sourakatou, il a été fait mention de ce que nous appelons la surveillance verticale. Donc, avant la SIMR, chaque maladie était surveillée de façon verticale. Donc, mettant plusieurs intervenants à la fois, donc différents, avec des données remontées de façon différente, et donc ça posait beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, avec la SIMR, on est arrivé donc à l'intégration, c'est-à-dire nous sommes arrivés donc à harmoniser nos différentes méthodes, les différents logiciels, les différents outils utilisés donc sur le terrain dans le cadre donc de cette surveillance, en fixant donc des normes et des définitions. Donc, ceci permet justement d'éviter des incohérences d'information, mais de maximiser aussi les efforts fournis entre l'ensemble des acteurs dans cette surveillance, dans cette prévention des maladies. Le deuxième concept fondamental, c'est la coordination. Donc, non seulement on a intégré ces différentes méthodes, ces différents logiciels, mais aussi il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on agisse ensemble. Donc, la coordination désigne donc ce fait-là de travailler ensemble, d'agir ensemble de façon efficace, et ceci pour utiliser de façon rationnelle les différentes ressources disponibles. Les ressources disponibles, et dans notre contexte, nous savons bien en Afrique que les ressources sont limitées. Donc voilà ces deux concepts fondamentaux qui caractérisent donc la SIMR, donc l'intégration et la coordination. Alors, quels sont les avantages de cette SIMR, de cette stratégie-là? C'est justement l'utilisation rationnelle et efficace des ressources. Et cette SIMR rend les données de surveillance et de laboratoire beaucoup plus exploitables, contrairement à ce qui se passait avant. Va donc permettre aux gestionnaires et aux décideurs, à l'ensemble des acteurs, de pouvoir améliorer la détection et la riposte aux différents événements, aux différentes maladies qui sont prioritaires dans chaque pays. Alors, la SIMR a pour objectif spécifique d'abord de renforcer les capacités des pays à mener les activités de surveillance de manière efficace. Elle vise donc d'intégrer les systèmes multiples de surveillance afin de pouvoir utiliser plus efficacement les outils, le personnel et les ressources. En effet, si nous sommes dans la surveillance verticale pour l'ensemble des maladies prioritaires dans un pays, ça veut dire qu'il faut du personnel pour la rougeole, du personnel pour la fièvre jaune, du personnel pour les maladies respiratoires, du personnel pour les fièvres virales hémorragiques, etc. Ceci va utiliser un grand nombre de personnel. Alors que lorsqu'on intègre, on utilise donc les mêmes outils, le même personnel et les mêmes ressources, ce qui est donc rationnel. Et le troisième objectif est d'améliorer la triangulation et l'utilisation de l'information. Donc, on a les données qui remontent par le même canal. En les analysant, on peut rapidement détecter les différentes tendances et ainsi décider d'une riposte rapide en cas de suspicion d'une situation d'épidémie ou d'une situation inhabituelle.
Autre objectif, c'est d'améliorer la circulation de l'information. Hein, et aujourd'hui, on est même loin avec l'innovation technologique qui vient donc soutenir cette SIMR que nous allons voir par la suite. Aussi, c'est de mettre en place de solides systèmes. Et donc, les acteurs se mettent en réseau au niveau donc du laboratoire et à tous les niveaux du système, donc depuis le niveau régional, sous-régional ou jusqu'au niveau national. La SIMR va permettre aussi de déclencher des enquêtes pour faire donc de la recherche épidémiologique sur les problèmes de santé publique qui ont été détectés et notifiés, et aussi sur la mise en œuvre des interventions de santé publique. Alors aussi, il faudra, ça permettra d'organiser une riposte efficace aux situations d'urgence de santé publique. Et maintenant, ça va permettre aussi d'accroître la participation des cliniciens, hein, donc ceux qui sont au contact des malades, par exemple lors des consultations dans les hôpitaux, ils peuvent détecter et donc produire de l'information qui permettra donc d'alimenter cette SIMR-là afin d'avoir une détection et une riposte rapide. La SIMR permettra aussi de mettre l'accent sur la participation de la communauté. Donc, ceci a été déjà évoqué. Nous avons cette surveillance à base communautaire qui a été déjà annoncée donc, dans la présentation de Dr. Sourakato. Diapo. Alors, les fonctions de la SIMR. Bien, nous avons vu dans la définition de la surveillance qu'il fallait évoluer vers un système qui permet d'identifier, de collecter, d'analyser, de compiler, d'analyser, d'interpréter des données afin d'avoir une action efficace, une information qui donc va être l'objet d'une action efficace et rapide. Alors, la première fonction est d'identifier la maladie, l'événement, donc identifier des cas. Ce qui suppose forcément qu'il faut avoir des critères sur lesquels se baser avant de dire que oui, ceci est telle maladie ou telle autre. Et ceci fait appel à ce qu'on appelle donc la définition de cas qui va être développée dans la première section qui correspond donc à cette fonction essentielle, cette première fonction qui est l'identification et l'enregistrement des maladies, des événements de santé publique. Maintenant, une fois que le cas ou l'événement a été identifié, la deuxième fonction, c'est de signaler. Il faut notifier, il faut porter l'information à l'échelon supérieur. Et c'est dans ce cas-là que des outils vont intervenir pour permettre donc de faire remonter rapidement ces informations. Certaines informations vont être envoyées rapidement, des données vont être transmises. Dr. Kone? Dr. Kone? Le micro est coupé. Il n'y a pas de son? Non, je pense que Dr. Amadi a un problème et Dr. Patricia peut prendre le relais le temps qu'il revient. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer? Oui, Dr. Patricia peut prendre le relais. OK. OK.
Donc, tel que dit par le docteur Koné tout à l'heure, nous avons les différentes fonctions essentielles de la surveillance. Il était au niveau des investigations. Nous avons bien suivi que pour mener les investigations, nous devons utiliser les définitions des cas qui auraient été élaborées préalablement. Donc, après, nous avons la fonction qui consiste à se préparer pour mener une éventuelle riposte. Et puis après, bon, bien sûr, répondre, c'est-à-dire riposter à l'événement qui aura été identifié. Mais après avoir mené toutes ces actions, il faut bien évidemment partager l'information, donc communiquer sur les résultats, communiquer sur les faits qui ont été déterminés lors de toutes les investigations et les interventions que nous avons amenées. Et puis nous devons évaluer, parce que lors de toutes nos interventions, il peut y avoir des failles, des gaps qui peuvent être retrouvés pour la réponse ou bien pour toute autre action menée au cours de la surveillance. Donc, il est toujours important d'évaluer afin d'améliorer le système de surveillance. Diapositive. Diapo. Alors, nous allons déjà voir que la base de la CIMR, c'est le règlement sanitaire international. Le règlement sanitaire international qui a été mis en place, que nous utilisons actuellement, a été mis en place en 2005. Je pense que nous en avons déjà parlé. Il est rentré en vigueur depuis le 15 juin 2007, conformément à l'article 59. Il faut dire que le règlement sanitaire international, c'est un document juridique qui est contraignant, bien sûr, pour tous les pays membres qui l'ont bien sûr ratifié. Le règlement sanitaire international a été ratifié par 194 États membres de l'OMS. Donc, il faut dire en plus que ce règlement sanitaire détermine la base de notre surveillance intégrée pour la CIMR. Il faut dire qu'afin d'être conforme avec les capacités requises par le RSI, l'OMS Afro a donc mis en place notre CIMR pour limiter la propagation des événements de santé publique où on les aura localisés. On peut aussi dire que nous avons 47 membres qui ont ratifié au niveau de l'Afrique. Donc, en ce qui concerne le but, En ce qui concerne le but de la CIMR, comme on venait de le dire, il sert à prévenir la propagation à l'échelle internationale des maladies ou autres événements de santé publique, de maîtriser et de riposter en termes d'action publique et de limiter les risques qu'elle représente au niveau à l'échelle internationale. Ceci en évitant toute entrave inutile au flux des personnes et des objets, des marchandises notamment dans le monde. Diapo. Alors, la mise en œuvre du RSI à travers la CIMR, nous devons dire que la stratégie visant, la CIMR, c'est une stratégie qui vise à renforcer la surveillance ainsi que les capacités, bien sûr, du laboratoire de riposte à tous les événements au niveau du système de santé de chaque pays. Il nous permet donc de détecter, de confirmer ou alors de vérifier tout événement qui aurait été identifié par les différents signes que nous avons dit, la surveillance à base communautaire ou bien basée sur les événements ou alors même selon les indicateurs. Il nous aide à notifier ou à déclarer tout événement majeur. Selon les capacités requises par le RSI, les pays sont obligés de notifier tout événement, toute maladie qui pourrait être d'un intérêt de santé publique international. Et puis, bien sûr, la CIMR, elle nous aide à répondre de façon rapide et précoce à tout événement. Le RSI, quant à lui, nécessite donc de disposer des capacités essentielles de surveillance et de riposte. C'est pour cela que nous devons tous renforcer les systèmes de surveillance dans nos pays. Diapo. Voilà. Tel que dit, nous avons donc là l'instrument qu'on appelle le RSI. Il faut dire que nous avons donc des maladies prioritaires qui sont le
poliovirus sauvage à la base, la variole, la grippe humaine causée par de nouveaux sous-types, dont les grippes atypiques, notamment celles que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le nouveau coronavirus, le COVID-19 que nous connaissons, qui cause des syndromes respiratoires aigus sévères. Nous avons en plus des maladies qui devront donner lieu d'utilisation d'un algorithme précis, notamment le choléra qui est vécu, que nous connaissons dans la plupart des pays africains. Nous avons la peste pneumonique, la fièvre jaune, les différentes fièvres hémorragiques, dont Ebola, Lassa, le Marbourg, la fièvre du Nil occidental. Il faut dire que nous avons les 4 Q, c'est-à-dire l'impact. Quels sont les impacts sur la santé publique lorsqu'on a un événement ou bien une maladie qui est identifiée? Quels seront les impacts au niveau de la santé publique? Est-ce que c'est un événement inhabituel ou bien inattendu? Est-ce que c'est un événement qui constitue un risque de propagation, qui a un risque de propagation internationale potentiel? Est-ce que les risques sont restrictifs aux voyages ou bien aux échanges commerciaux? Donc, en plus, nous avons les informations que nous devrons avoir qui procèdent à une éventuelle réévaluation parce que lorsque nous parlons d'événements de santé publique, nous voyons ce qui s'est passé avec COVID. Tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc, est-ce que la fermeture des frontières, notamment, est nécessaire? Donc, il faudrait absolument évaluer le risque causé par l'événement ou par la maladie qu'on détecte. Diapositive. Diapo. Alors, quels sont donc les principes de suivi et évaluation du RSI? Donc, comme principe, il faut avoir un rapport annuel. Il faut dire que les requis du RSI pour évaluer les capacités des différents pays à répondre de façon efficace aux différents événements de santé publique auxquels ils pourraient faire face. Nous avons donc besoin d'avoir un rapport annuel, une évaluation indépendante externe, on appelle aussi Joint External Evaluation, qui doit être menée toutes les 4 à 5 ans. Il faut avoir un examen post-action evaluation. Ceci se fait lorsqu'on a répondu à un événement quelconque, une épidémie ou bien autre chose, notamment pour COVID. Actuellement, je pense que la majorité des pays devraient procéder à cette évaluation pour évaluer les capacités leur capacité de réponse. Et puis les simulations qui nous aident à préparer et à déterminer les gaps du système de réponse aux différents événements de santé publique. Donc, il faut dire que l'un des principes directeurs du RSI, c'est la transparence, la responsabilité mutuelle, la création d'un climat de confiance, l'appréciation des avantages, dialogue et la durabilité. Nous avons eu une question récemment qui nous demandait pourquoi la Chine n'a pas été sanctionnée par l'OMS. Je pense que ça revient au niveau des principes directeurs, dont le partage continu des informations établit un climat de confiance entre les différents pays du RSI. Donc, il faudrait absolument que chaque pays partage l'information afin que les autres pays puissent se préparer éventuellement à une éventuelle importation d'un événement ou bien d'une maladie de santé publique. Je vous remercie. Patricia, pour cette relève super, parce que là, ça a bien collé, c'était une synergie extrêmement importante. Je voulais demander à Dr Sourakatou de revenir sur le plateau pour nous parler des rôles et responsabilités des différents acteurs de la SIMR. S'il vous plaît. Dr Sourakatou. Merci beaucoup, Dr Koné. Et les différents acteurs ainsi que leur rôle au niveau donc de la SIMR, dans ma présentation, donc tout à l'heure là, j'avais déjà même commencé par en fait brosser légèrement cette partie-là qui se trouve en fait donc au niveau de l'annexe G. Et au niveau donc de cette annexe G, en réalité, c'est un travail de groupe qu'en fait on demandait aux participants en mettant au niveau donc de chaque niveau. Je l'ai dit,
la SIMR est appliquée à tous les niveaux. Le niveau communautaire, le niveau centre de santé, le niveau district sanitaire, le niveau régional, donc de la santé, et même au niveau donc, du ministère, donc au niveau national, avant même d'aller au niveau donc, des partenaires. Qu'est-ce que chacun doit en fait faire? L'agent de santé communautaire, son rôle, on va peut-être donc voir aisément ici ce qu'on pourrait donc remplir donc à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit ici qu'il met en œuvre en réalité donc la SIMR. Et à ce titre, au niveau donc de l'agent communautaire, il est chargé par une symbiose entre la surveillance basée sur les indicateurs et la surveillance basée sur les événements de notifier en fait les signaux à l'établissement en fait de santé. Évidemment, eux, ils ne supervisent personne étant donné qu'ils sont en fait donc à l'échelon inférieur. Le personnel de santé au niveau donc des établissements de santé sont chargés en fait, de superviser le travail donc, que font donc les agents de santé communautaire, aussi bien en faisant remonter donc les signaux, tant au niveau des signaux et structurés destinés à alimenter la surveillance à base basée sur les indicateurs, mais également les autres signaux non structurés tels que les rumeurs et autres, mais remontés donc par les agents de santé communautaire. Et en plus de ça, détectent à travers leurs activités quotidiennes au niveau de la formation sanitaire les événements qu'ils peuvent également donc avoir à ce niveau. Ça, c'est une combinaison, parce qu'à travers une combinaison donc des signes, si j'ai des maux de tête, donc des céphalées, la fièvre et le vomissement, ça m'oriente vers un cas suspect de méningite. Donc, en combinant donc ces différents types de surveillance syndromique et autres, on peut bel et bien donc alimenter également la surveillance basée sur les indicateurs par le personnel de santé. Au niveau des points d'entrée, les points d'entrée ici, c'est en réalité toute ouverture permettant en fait donc le passage donc des personnes et des biens sur en fait donc un autre pays, donc sur un pays voisin, de façon assez simple et terre à terre. Alors à ce niveau-là également, tous des agents sont postés pour également donc détecter tout cas de maladie donc sous surveillance, mais également dans tout événement inhabituel pouvant représenter donc un risque. Au niveau du district sanitaire, c'est la compilation donc des données. Donc ils compilent donc les données à ce niveau. Ils essayent également donc de superviser le personnel de santé au niveau des établissements, mais aussi à partir donc de ce niveau-là, ils peuvent alimenter l'investigation parce qu'à leur niveau, ils disposent déjà donc d'un petit calcul donc de seuil leur permettant déjà de se dire, mais attention, est-ce qu'on est au seuil d'alerte et autres, qu'on va voir plus loin dans d'autres modules. L'équipe de gestion sanitaire du district, elle est en fait alimentée par l'équipe de surveillance au niveau du district sanitaire. Donc, cette équipe donc, de gestion, les deux combinés vont en fait donc, pour en fait, l'investigation pour pouvoir donc asseoir la riposte. Les responsables politiques au niveau du district, oui, on a dit ici que nous devons en fait donc faire la remontée donc d'informations et autres parce que la participation communautaire requiert en fait donc l'implication de tous les autres donc membres dans les comités de gestion des épidémies et autres au niveau de la zone sanitaire, au niveau du district sanitaire. Sur le plan politique, leur intervention également donc est requise. Le niveau régional fait en fait le point de l'ensemble des districts qui constituent donc la région et la met donc, en fait, sous surveillance et chaque fois donc qu'une alerte est atteinte au niveau donc d'un district sanitaire, la région donc est déjà là et oriente donc vers l'action. S'il faut basculer d'une surveillance passive à une surveillance donc active, les acteurs sont également donc mis ensemble pour pouvoir donc aller par rapport donc à ce travail. Au niveau du ministère de la Santé, même scénario, supervision des équipes donc de l'échelon inférieur, donc du niveau régional, ainsi de suite. En salle et en présentiel, on aurait pu mettre même des stickers et alimenter correctement donc les rôles des uns et des autres. Mais sachez que c'est étagé du niveau communautaire jusqu'au niveau du ministère et même à la transmission des données à l'OMS et aux autres partenaires. Donc j'invite vivement les participants à se rapporter donc à cette année donc G, et ils vont voir donc une matrice qu'ils peuvent s'amuser en fait donc à remplir, mais en se référant toujours
aux différents niveaux d'application de la SIMR qui contient l'essentiel donc de ce que chaque acteur doit pouvoir donc faire. Merci, M. Koné. Merci, Surakatou. Merci pour tout ça et bravo pour le truc. Je voudrais juste dire, on va continuer le processus, mais nous allons juste sauter nos questions et réponses. Après, nous allons revenir dessus. Mais je vais demander rapidement à Hassan de revenir sur le plateau pour nous parler des autres liens de la SIMR. Là, c'est extrêmement important pour nous, pour qu'en une dizaine de minutes, nous puissions parcourir les autres liens là. S'il vous plaît, Dr Hassan. Merci bien. Tout à l'heure, j'ai été victime d'une coupure d'électricité. Donc, ça m'a coupé de vous. Alors là, je suis revenu. Nous allons poursuivre alors. Et je voulais juste savoir si des gens pourraient répondre dans le chat après avoir présenté les fonctions de la SIMR. Juste savoir, est-ce que la formation du personnel en surveillance est une fonction de la SIMR? Juste une question à répondre par vrai ou faux pour qu'on essaie d'évaluer et voir si vous suivez vraiment et que vous comprenez ce que nous disons. Alors donc, pour cette partie, les autres liens avec la SIMR, c'est de rappeler... Répétez la question pour les autres. D'accord. Est-ce que la formation du personnel en surveillance, du personnel de santé en surveillance, est-elle une fonction de la SIMR? Vous répondez par vrai ou faux dans le chat box. Donc, comme ça, on va évaluer à la fin. Merci beaucoup. Très bien. Alors, donc ici, c'est la question de un seul monde, une santé. Donc, cette approche-là, elle porte sur les événements de santé publique qui surviennent, et là, à l'intersection de l'interface entre les humains et les animaux. Et donc, l'environnement. L'homme est un animal, en fait, mais les humains et les animaux, tous vivent dans le même environnement. Et donc, ont une interface et peuvent donc se partager des maladies. Et les hommes et les animaux, justement, partagent le même écosystème. Donc, cette approche, un monde, une santé, est une approche alors qui est intrinsèque au RSI de l'OMS et ainsi qu'à la SIMR. Alors, nous pouvons nous rendre compte que dans ce même environnement, un animal malade, la cause de cette maladie, si c'est un germe par exemple, peut infecter un homme. Donc, de ce fait, on ne dissocie plus la santé animale à part et la santé humaine à part. Comme il y a une interface qui les lie, une intersection, alors ça amène à évoquer ce concept de un seul monde, une santé. De ce fait, les acteurs en santé animale, les acteurs en santé humaine et bien sûr d'autres partenaires devraient être impliqués à tous les niveaux pour pouvoir produire l'information nécessaire à la surveillance donc intégrée de la maladie et de la riposte. Ceci donc pour faciliter le partage d'informations, faciliter les activités de riposte collective rapide. Diapo. Alors, un autre concept qui entre dans le cadre de cette troisième édition de la SIMR est donc la gestion des risques de catastrophe. Donc, la SIMR prend en compte aussi cet aspect. Nous l'avions déjà souligné dans les objectifs spécifiques de la SIMR. Donc, cette gestion du risque de catastrophe se définit comme un processus systématique d'exploitation des lignes directrices administratives et organisationnelles, mais aussi les compétences et les capacités opérationnelles pour mettre en œuvre des stratégies, mettre en œuvre des politiques et des capacités d'adaptation améliorées afin d'amoindrir l'impact négatif
des risques et la possibilité de catastrophe. Ceci dit, la SIMR est un outil finalement, est un outil pour la gestion des risques de catastrophe. Puisque c'est à travers la SIMR qu'on peut obtenir les informations d'alerte précoce et ainsi faire l'évaluation des risques afin de leur réduction. La SIMR va contribuer aussi à l'identification des risques, à l'évaluation et à la surveillance de ces risques-là. Diapo. Voilà. Un autre lien avec la SIMR, c'est la surveillance au niveau des points d'entrée, au niveau des frontières. Et ça a été déjà évoqué aussi au niveau du RSI, d'accord? Et en collaboration avec l'OMS, tous les pays devraient pouvoir d'abord mettre en place un système de surveillance au niveau des frontières avec les autres pays, mettre en place des procédures pour le partage d'informations dans le cadre donc, de la SIMR, élaborer des procédures de notification des flambées qui vont être détectées au niveau des zones et des districts transfrontaliers. Et nous savons tous que la maladie n'a pas de frontières. Élaborer et organiser des exercices de simulation avec des équipes de districts transfrontaliers. Et enfin, organiser des réunions transfrontalières. Donc voilà ces éléments de la surveillance transfrontalière qui constituent donc un lien très fort avec la SIMR. On a parlé donc du règlement sanitaire international 2005. Ce RSI 2005 exige que les capacités nationales de surveillance et de contrôle au niveau des frontières soient renforcées. Donc, quand on dit frontières, on parle donc du port, de l'aéroport et des frontières terrestres. Alors, les activités de santé au niveau de ces frontières-là doivent être harmonisées, devraient être durables, et ceci ensemble avec les autres activités de surveillance qui sont menées dans le cadre de notre système intégré, de notre surveillance intégrée. Alors, tous les points d'entrée désignés devraient disposer de capacités pour la surveillance et devraient disposer d'un système de riposte efficace. C'est une exigence du RSI. Et lorsqu'on évalue le RSI, c'est un des éléments fondamentaux. On va voir quelles sont les capacités de nos points d'entrée au niveau du port, au niveau de l'aéroport et au niveau des frontières terrestres. Parce que, comme on l'a dit, le RSI permet donc d'éviter la propagation internationale, de prévenir la propagation internationale des maladies. Alors, un autre élément en lien avec la SIMR, c'est la surveillance électronique. La SIMR électronique, qui est donc l'application, l'utilisation des outils électroniques au principe de la SIMR. Ceci pour pouvoir fournir des données validées en temps réel, parce que nous voulons aller vite afin d'une détection précoce et puis d'une investigation et une riposte rapide aux différentes flambées que notre surveillance pourrait détecter. Cette ISIMR repose sur des systèmes d'information interopérables entre eux, mais aussi interconnectés. Ce sont des systèmes normalisés et qui sont administrés dans le contexte national. Alors, cette ISIMR est essentielle, d'accord, pour satisfaire aux exigences du RSI. Donc, la ISIMR permet donc de réduire les erreurs, tout ce que nous connaissons avec la surveillance classique avant, que nous obtenons dans la transmission des données en saisie manuelle. D'accord? Donc, cette ISIMR va permettre donc de réduire tout cela. Diapo. Alors,
On verra donc dans une autre présentation la liste des maladies qui sont prioritaires dans chaque pays, puisque d'un pays à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes maladies. C'est presque la même chose, mais il y a de grandes différences. Donc, ça viendra dans une autre présentation. Merci Amani. Merci Hassan pour cette brillante présentation et le rattrapage technique que tu viens de faire. Et je voulais juste emboîter avec Surakatou sur les critères de sélection des maladies prioritaires et des affections et événements pour la SIMR. Docteur Surakatou. Docteur Koné, le temps que le docteur Surakatou prenne la parole, je vais afficher le tableau 1.15 comme l'a indiqué la diapositive. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous acheminons donc vers les critères donc de sélection et à ce niveau, il me plaît de poser juste une question aux participants, une question très simple et qui va nécessiter de répondre par vrai ou par faux. Les maladies non transmissibles ne font pas partie donc des maladies sous surveillance, vrai ou faux. Les maladies non transmissibles ne font pas partie donc des maladies sous surveillance, vrai ou faux. Voilà, donc ils répondent donc tout simplement donc à cette question et nous allons en fait parcourir, essayer donc de voir un peu le contenu. Voilà, si M. Primus est arrivé par rapport à la section. Oui. Voilà, ça marche, c'est bon. C'est positionné. C'est bon, c'est positionné. Alors, je voudrais en fait dire ici, hein, quand vous voyez clairement ce qui est projeté, ce qui est montré, vous allez voir que les maladies que nous surveillons sont en fait dans des lots, font partie donc des lots bien déterminés. On surveille une maladie parce qu'elle est dans une catégorie assez précise. Nous avons dans un premier lot les maladies ou les affections ou événements à potentiel épidémique qui nécessitent une notification immédiate. Immédiate parce que c'est des maladies pour lesquelles le potentiel de propagation au niveau du pays et à l'international est vraiment très, très fulgurant. Les fièvres hémorragiques aiguës, l'anthrax, la méningite font partie donc de ces maladies-là. Tout ce lot de maladies constitue donc des maladies, des affections ou événements pour lesquels l'identification doit être immédiate. Nous avons apporté un deuxième lot également de maladies. C'est les maladies qui font l'objet de mesures d'éradication ou d'élimination. Ce sont des maladies pour lesquelles le combat ou la lutte a atteint un niveau tel que nous envisageons le contrôle, l'élimination ou l'éradication de cette maladie. C'est le cas, par exemple, de la poliomyélite, pour laquelle donc, beaucoup donc, de zones, par exemple, donc, sont déclarées indemnes donc, de cette maladie, par exemple. D'accord. D'autres sont pratiquement à la phase donc, d'élimination. Un certain nombre d'autres maladies, le tétanos est pratiquement donc, en phase d'élimination. Bref, ce lot, si une maladie se trouve donc, dans ce lot, c'est des maladies qui font l'objet de mesures d'éradication ou d'élimination. On a des maladies dont le règlement sanitaire international 2005 demande notification immédiate. Des maladies pour lesquelles le potentiel également donc, de contamination, de propagation, d'accord, en termes donc de morbidité ou de mortalité est assez très très élevé et pour lesquels on demande donc une notification afin que les autres pays qui sont donc même frontaliers ou même plus prennent des dispositions parce qu'actuellement le voyage est beaucoup plus facile pour transporter les maladies d'un pays à un autre. On a un lot de maladies, ce sont les autres maladies ou affections événements importants pour la santé publique, de par leur charge de morbidité, c'est-à-dire le nombre de cas. Par exemple, vous avez vu les hépatites et autres, donc leur charge donc, de morbidité. Un peu en bas, M. Primus. En bas pour voir les deux derniers groupes. Voilà. Oui, donc nous avons, voilà, on a parlé donc des maladies ou événements, donc voilà, de portée internationale, donc la grippe, voilà, ou les nouvelles souches, donc
de maladies, le syndrome respiratoire aigu SRAS, la variole, la fièvre jaune, et on pourrait ajouter donc à cette liste, donc, par exemple, donc, le COVID-19. Et ce n'est pas ça seul. Nous avons en dernier donc, un lot donc, de maladies, c'est les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles ayant donc un potentiel donc, de morbidité assez important. Donc, et donc, ça comporte donc un intérêt donc, au niveau de la santé publique pour la région ou pour le pays. Donc, si je dois rapidement donc, faire la réponse à la question que j'ai posée au tout début, j'ai dit que les maladies non transmissibles ne font pas partie des maladies sous surveillance, elles font bel et bien partie des maladies sous surveillance parce que c'est des maladies qui ont un intérêt pour donc, la santé publique au niveau de la région. Merci, Dr. Kone. Merci beaucoup, Surakato, pour cet aperçu. Voilà. Oui, les gens, tu as coupé? C'est comment ça? Dr. Kone, votre micro. Voilà. Allô? On vous suit, on vous suit. Ok, allô? Oui, on est là, on vous suit. Voilà. Je disais que merci beaucoup pour cette présentation et vraiment qui tient dans le temps. Nous allons voir, Dr. Hassan, est-ce qu'on peut parler faire une introduction aux exercices qui sont présentés pour qu'on explique aux participants quel est le contenu de l'exercice. C'est déjà positionné. Et puis, oui. À vous. D'accord. Donc, nous avons tous passé les fonctions de la SIMR, nous avons vu la surveillance, les autres liens avec la SIMR. Ici, cet exercice, enfin, on vous demande de répondre à une question. D'accord? Et on a aligné dans un cercle des fonctions. Maintenant, il est question de remplir les cases vides. Par exemple, là, vous avez détecté en premier, comme première fonction de la SIMR. Deuxièmement, c'est vide. Donc, les participants devraient remplir cette case en y inscrivant la fonction correspondante. Après, nous avons analysé, interprété, puis une case vide. Cette case vide, toutes ces cases vides-là qui se suivent, il faudra inscrire les fonctions correspondantes parce que ces fonctions sont citées dans un ordre. Donc, voilà donc l'objet de l'exercice. Donc, vous répondez dans le chat box en ordre en donnant donc les différentes fonctions correspondantes. De la première à la dernière case vide en ordre. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, après détecter, qu'est-ce qui suit? En outre, c'est ça. Et après ça, nous avons analysé, interprété. Après analyser, interpréter, quelle est la fonction qui suit? Ensuite, la suivante, ainsi de suite, les trois fonctions après analyser, interpréter, mais avant évaluer. Et après évaluer, qu'est-ce qui suit? Voilà donc ces différents éléments qui sont demandés aux participants. Merci beaucoup, Hassan, pour ces orientations et pour l'exercice pratique. En tout cas, chaque participant est libre de faire des propositions en fonction de ce qui a été déroulé déjà dans les présentations antérieures. Et ça, c'est vraiment cet exercice, c'est un résumé vraiment de la SIMR en tant que tel que c'est défini pour qu'on essaye de voir quelles sont les étapes chronologiques dans la mise en œuvre de la SIMR. Donc, c'est le cycle de gestion des flambées. Lorsque vous avez une flambée épidémique, quelles sont les différentes étapes qu'il faudra poursuivre jusqu'au moment où on va mettre fin à l'évolution de la flambée. Donc, en tenant compte du temps que nous est imparti, il y a les questions-réponses qui vont suivre et que nous allons gérer tous. Et puis, avant d'être surtout pour les facilitateurs, leur disponibilité et l'approche pédagogique qui a été donnée, mais aussi à ceux-là qui
qui sont en train d'écouter et de nous suivre, qui ont accepté d'être là. Et voilà les réponses proposées pour la correction de l'exercice. Je crois que vous avez dû comprendre chacun en ce qui le concerne, quel était s'il y a eu des erreurs, voilà. D'accord. Je peux, docteur Koné? Je pense que le docteur Koné a un problème de connexion. Tu peux aller. Merci. D'accord. Donc, après la première fonction qui est détectée, oui. Et donc, mais c'est Hassan hein, qui n'a pas... C'est notifié. Après notifié, c'est analysé. Voilà. Oui, c'est notifié, la première. Oui, exact. Après ça, la case à remplir, c'est celle qui vient après analyser et interpréter, qui est donc mener une investigation et confirmer. Exactement. La troisième case vide, c'était donc riposter. Okay. Et la quatrième, c'était communiquer sur les risques et faire un retour d'information. Bon, évaluer était inscrit. Et la dernière case, c'était se préparer. Alors, donc, lorsqu'on regarde toutes ces fonctions, on les trouve ordonnées au plan chronologique. Voilà, donc vous pouvez vous évaluer vous-même à partir de ces réponses-là. Merci donc, docteur Kona. OK, merci beaucoup Hassan. Merci pour... Je pense que le docteur nous a un problème de connexion. Monsieur... l'exercice et puis les résultats. Oui, je pense que M. Roland peut prendre la parole pour nous résumer les questions qui sont posées par les... afin de permettre aux facilitateurs de pouvoir apporter leur part de réponse. Merci. M. Roland, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et oui. Monsieur Roland? Bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Je peux partager mon écran? Oui, allez-y. Je vais essayer de... Je pense, oui. Roland? Tu as des soucis? Donc, je n'ai pas de soucis, merci. J'attendais que... Vous voyez mon écran? Non, non pour le moment. Oui. Affirmatif, on peut voir. Hein? Maintenant, c'est bien, oui. Donc, on a eu beaucoup de questions, hein, presque 800. On n'aura pas le temps de discuter, de répondre à toutes ces questions sur place, mais nous allons prendre toutes ces questions-là et ceux auxquels nous n'avons pas répondu aujourd'hui pendant cette séance. Nous allons donner les éléments de réponse et envoyer avec les présentations et l'enregistrement. Donc, souffrez si votre question n'est pas répondue maintenant, mais sachez que la réponse va vous arriver sous peu. Maintenant, il y a la différence, si je commence par ici, différents niveaux de la CIMEC. Quelle est la place du niveau international? Donc,
ça rentre dans le cadre. Maintenant, je vais lire par vague et puis je vais donner l'occasion aux facilitateurs de répondre et puis je vais prendre une deuxième vague. Comme ça, il n'y a pas trop de questions. Est-ce qu'on peut parler de surveillance d'épidémie ou pandémie d'une maladie chronique ou des maladies chroniques? Les deux types de surveillance ont-ils les mêmes dispositifs de réponse? Qu'est-ce qu'un système de santé fragile? Concrètement, comment assurer la surveillance syndromique en milieu hospitalier? Et surtout, aux urgences, quels acteurs entrent en jeu ici? Veuillez clarifier la terminologie. On comprend que par rapport à la manière de collecter les données à partir des sources, on distingue la surveillance passive et la surveillance active. Alors, doit-on comprendre que la surveillance basée sur les indicateurs est celle menée par les structures de santé à partir des données cliniques et celle basée sur les événements? C'est celle effectuée dans la communauté à partir des rumeurs dont ici, c'est le type d'information qui est prise en compte. C'est très long et beaucoup, j'espère que les facilitateurs ont suivi cela. Quels sont les paramètres nécessaires à l'installation d'un site sentinelle de surveillance? Quelle différence entre la surveillance en établissement et la surveillance syndromique? Que pouvez-vous dire entre la surveillance syndromique et la définition des cas? Donc, quelle est la différence? Je prends ici quelques-uns encore, les principaux acteurs dans la surveillance passive et active. Je crois que il faut susciter la différence entre la maladie à éradiquer et à éliminer. Quelle différence ou similitude entre la surveillance basée sur les événements et la surveillance des cas? Est-ce qu'on peut prendre ces premières vagues? Comme ça, on va prendre la suite après. Oui, on peut aller comme ça. Donc, en fait, allez-y donc. Je crois que... D'accord, merci bien. Partager mon écran, comme ça, je vais voir les mains des facilitateurs, ceux qui vont prendre la parole et répondre aux questions. D'accord, donc je commence et pour ne pas peut-être monopoliser, prendre donc peut-être trois questions et le temps de laisser peut-être donc Dr Amadi également donc de réagir et on pourrait donc refaire donc la même chose. Alors, je prends une question essentielle, la surveillance donc basée sur les événements, la surveillance basée sur les indicateurs. Alors, il y a une question un peu longue, donc il demandait, est-ce que c'est dire que celle basée sur les événements est menée par, c'est celle menée à base communautaire et celle basée sur les indicateurs est celle mise en œuvre en fait donc par les centres de santé. Je vais dire que ce n'est pas exactement la même, ce n'est pas exactement comme ça. La différence essentiellement donc entre les deux, la différence c'est d'abord au niveau des sources. La surveillance basée sur les indicateurs a des sources prédéfinies. C'est des données prédéfinies, bien donc cartographiées qui sont là. C'est vrai que ce sont le circuit en fait donc de la santé, c'est-à-dire établissement de santé, laboratoire, qu'il soit donc sous forme sentinelle ou bien l'ensemble donc du pays qui en fait met en œuvre donc cette activité-là. Mais le niveau communautaire mène également donc la surveillance basée sur les indicateurs parce que de là également on a la remontée donc des données à partir donc de la communauté vers les centres de santé. Au niveau de la surveillance basée sur les indicateurs, les événements, c'est des sources non formelles, des sources pas forcément donc structurées. Une rumeur. Donc, ce n'est pas seulement au niveau donc de la mise en œuvre est seulement donc faite au niveau de la communauté. Non, puisque même la source donc d'information lors de la consultation au niveau d'un établissement de santé, nous pouvons détecter que j'ai reçu 3 ou 4 personnes, par exemple, venant d'un lieu où on parle donc d'une rumeur et autres. Donc, on peut quitter déjà donc le centre de santé, partant donc de cette information a priori non structurée,
pour nous retrouver en fait donc sur le champ donc, de la surveillance basée sur les événements. Mieux, nous pouvons également, puisqu'on a dit les événements inhabituels, morts d'animaux et autres, l'essentiel c'est de voir par exemple est-ce que nous ne sommes pas par exemple dans un contexte donc de zoonose. Donc le centre de santé peut également de son niveau avoir donc une information et aller en fait donc la mettre en œuvre. On retient en fait la source donc de données et le caractère non formel, non systématisé en fait donc de la donnée collectée. Nous venons maintenant au niveau de la surveillance syndromique et la définition des cas. Oui, en réalité, j'ai dit ici que le syndrome, c'est en fait la somme d'un certain nombre de signes permettant donc d'évoquer donc qu'il s'agit en fait donc de telle maladie. Parce que par expérience, on a vu que quand nous avons donc la somme donc de ces signes à une fréquence donc très élevée, 80%, 75% donc des cas, il s'agit donc de telle maladie. En fait, c'est elle qui est en fait donc réunie pour en faire en réalité donc des définitions de cas en fait donc plus loin. Alors, comment se fait la surveillance par exemple donc, au niveau des services donc des urgences? Pour aller vite, puisque le laboratoire lui vient derrière, il faut faire les prélèvements donc des échantillons pour pouvoir donc les techniquer. Donc la première donc identification. La première donc, identification, détection donc, des cas, évidemment que c'est basé sur donc, bel et bien donc, la définition donc, des cas, même au niveau donc, des services d'urgence, même au niveau donc, des structures de santé, jusqu'à ce que la confirmation donc, arrive avec donc, le laboratoire. Mais là, nous avons la capacité en fait, de confirmer en fait, donc, la maladie ou l'événement de santé publique. Les acteurs de la surveillance passive et active, c'est qui? Je vais dire qu'ils peuvent être a priori en fait donc les mêmes. J'ai dit que c'est le comportement vis-à-vis de la source de données. Si la source de données remonte la donnée de façon systématique, en routine, sans l'intervention donc d'un acteur à l'intérieur, d'un acteur supérieur qui vient à l'échelon inférieur chercher l'information, c'est de la surveillance passive. Mais lorsque l'échelon donc supérieur descend pour aller rechercher l'information, par exemple, au niveau du relais communautaire, aller fouiller, par exemple, les registres de consultation et autres, on est venu en réalité donc questionner, on est entré en interaction avec donc la source de façon donc active, ça devient donc une surveillance active. Donc, ce n'est pas un problème donc d'acteur, c'est un problème donc d'approche, c'est un problème donc de remontée de données et la façon dont on a pu recueillir donc l'information. Et là, donc, Dr Hamadi a abordé quelques questions relatives également donc à sa partie. Et si on a le temps, on va également donc revenir. Merci, M. Roland. Roland, merci. Oui, merci, Salifou. Dr Hassan. Merci bien, merci. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toutes les questions. J'avais cru que vous auriez affiché l'ensemble des questions, mais il y avait une question qui portait sur les niveaux de la SIMR. Peut-être que ce n'est pas clairement dit, mais la SIMR, je le dis encore, est une stratégie qui a été proposée et donc à être mise en œuvre dans tous les pays africains pour pouvoir renforcer les capacités de surveillance. Donc, cette surveillance, cette SIMR est mise en œuvre dans chaque pays à plusieurs niveaux de la pyramide sanitaire. Depuis le niveau première ligne, le niveau communautaire, passant par les formations sanitaires, les districts sanitaires, les régions, provinces ou départements sanitaires, jusqu'au niveau national. Ceci, la forme est la même dans tous les pays, donc avec les différentes fonctions qui ont été citées. Donc, depuis les outils mis en place pour la détection, donc c'est-à-dire l'identification, la reconnaissance du cas, la reconnaissance de la maladie, et puis ensuite la deuxième fonction qui est donc la notification. Après avoir détecté, il faut signaler, il faut notifier. Ensuite, toutes ces données sont compilées quelque part et donc la troisième fonction est celle donc d'analyser ces données-là. Et l'analyse se fait en temps, personne et lieu, c'est-à-dire cette analyse qui nous permet de voir
Docteur Koné. Docteur Koné, vous prenez la suite. Je crois qu'on a perdu Docteur Hassan. Est-ce qu'il y a d'autres facilitateurs On a perdu Hassan. Alors, qui ont des éléments de réponse? Sinon, on prend une deuxième vague. OK. Sur la base, il y a quelqu'un qui pose la question. Hein, pourquoi la surveillance à base communautaire est toujours exécutée sous forme de projet et n'est pas effective dans la majorité des districts sanitaires? Qu'appelle-t-on une surveillance verticale? Quelles sont les limites de la surveillance verticale qui ont motivé, n'est-ce pas, la création de ce système intégré de la maladie et de la riposte? C'est quoi améliorer la triangulation? Qu'est-ce que la triangulation de l'information? Ça rentre dans le troisième objectif de la CIMER. Dans le cas de la stratégie surveillance de base des événements, les rumeurs doivent être clarifiées avant de les prendre en compte ou elles sont prises directement comme une donnée fiable. La CIMER est-elle applicable à toutes les pathologies? Quelle stratégie mettre en place pour une implication effective des laboratoires dans la surveillance épidémiologique? Nous savons que les acteurs principaux sont, dans la surveillance à base communautaire, les acteurs principaux sont les relais communautaires et les autres acteurs communautaires. Mais le grand rouleau d'étanglement reste le suivi des activités mises en œuvre, surtout dans le cas de mon Roland? Oui. Roland? Oui. Roland? Donc, Roland? Tu m'entends? Oui. Roland? Vous ne m'entendez pas? Oui, pour tout le monde, je voulais juste vous dire. Non, je voulais juste vous dire qu'on a déjà échéance en termes de temps. Et les questions qui sont suspendues encore, on va continuer à les répondre chacun en ce qui le concerne dans le chat box pour que les gens aient les réponses qu'ils attendent. Je crois que c'est mieux parce qu'on a déjà parcouru notre timing par rapport à cette session. Et il est bon que nous puissions suspendre la session en tant que telle. Et merci à tout le monde pour leur intervention est beaucoup plus rapide et plus précise en ce qui les concerne. Et merci à Kona qui organise techniquement tout cela. Et merci aussi aux participants qui ont vraiment réussi à se connecter à temps utiles. Et aussi, on voudrait demander à chaque participant vraiment de tester les connexions avant même qu'on ne commence. En tout cas, merci à tout le monde et merci au bureau régional pour cette initiative heureuse. Et je crois que merci pour les prochaines étapes. Nous en ferons encore mieux. Merci beaucoup, Primus. Merci beaucoup, Dr. Konan. Merci, chers facilitateurs du jour. Chers participants, merci. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dr. Ibrahim. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Merci beaucoup. OK. Allez, au revoir à tout le monde. À la prochaine. Merci. À la prochaine, oui. Bye-bye to all. Thank you so much. Onish, please don't forget the list of questions. Yeah, sure. So I will just share with you also, okay? Thank you. Okay.